Asters, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la librairie Dialogue, où vous venez de nous présenter votre nouveau livre, Liberace, publié aux éditions Plomb. Alors, c'est un livre assez spécial. Pouvez-vous nous dire tout d'abord ce qui vous a frappé chez ce personnage Liberace et qui vous en a donné envie d'écrire un livre ? Au départ, c'est un personnage très peu connu en France, c'est une star américaine. Je l'ai découvert quand j'avais une vingtaine d'années et que je vivais à New York. J'ai découvert un homme qui partageait sa vie, qui a partagé sa vie pendant longtemps, qui s'appelle Scott Townsend et qui avait 30 ans de moins que lui, à qui il a fait refaire le visage pour qu'il ait sa tête jeune. Je me suis demandé comment on pouvait en arriver là. Il y avait dedans le complexe d'Oedipe, le mythe de Narcisse, il y avait une sorte de portrait de Dorian Gray vivant. Et cet homme m'a fait découvrir Liberace, qui était donc un pianiste des années 50, 60, qui a eu un show télé très connu aux États-Unis, qui aurait pu être un immense concertiste et qui a préféré se servir de son talent pour donner des shows insensés à Vegas. Qui se parait de paillettes, d'énormes manteaux de fourrure. C'était un des premiers rois du kitsch, une des premières grandes stars américaines. Il a croisé la route de plein de gens qui vont faire l'histoire des États-Unis, Elvis, Jackson, Barbra Streisand. Alors justement, vous le placez devant son psychanalyste. Est-ce que c'est quelque chose, une idée qui vous est venue immédiatement ? Vous aviez envie d'aller tout de suite dans l'intimité du personnage ? Non, mais c'est vrai que j'ai fait ce travail comme presque au départ une enquête pour comprendre les raisons de ces névroses qui sont situées, comme pour la plupart d'entre nous, dans son enfance, mais aussi tout au long de sa vie. Et je voulais faire une bio non exhaustive parce que comme les gens ne le connaissaient pas, je me suis demandé comment on pouvait les y intéresser. Donc l'avantage, c'est que je peux passer d'une époque à une autre, d'une anecdote à une autre, faire comprendre aux gens comment un cerveau peut créer une normalité pour l'un et une outrance pour l'autre. Et voilà, c'était un exercice un peu différent de ce que j'écrivais d'habitude. Je voulais pas non plus faire une bio traditionnelle, ça reste une bio d'écrivain. Donc l'utilisation de la première personne et de ce système de psychanalyse me permettait d'exister quand même très fort derrière le personnage. Alors, c'est un personnage, en le lisant, qui avait un show assez extraordinaire. On se rend compte que toute sa vie, finalement, était un show. Est-ce que, quelque part, c'est ce qui fait qu'à la fin, eh bien, il se pose des questions sur ce qu'a été sa vie et justement une représentation entière, tout le temps, constante ? Plus qu'une représentation, je pense que c'était une prison. C'était aussi les années de l'Amérique puritaine qui ne voulait pas se regarder dans les yeux. Ce type n'a jamais pu dire qu'il était homosexuel, il n'a jamais pu vivre sa vraie vie par le poids d'une culpabilité, parce qu'il avait une famille très chrétienne, parce que ça ne se faisait pas, parce qu'il y avait encore une vice squad à l'époque qui venait casser du PD dans les boîtes de nuit, parce que c'était impossible, quoi. Et je pense qu'il marque la rupture avec une espèce d'Amérique bien pensante, qui pense connaître ces artistes, ces personnalités. Et voilà, quand on va découvrir qui il est officiellement, ça va être un scandale. C'est un des premiers morts médiatisés du sida. Il marquait la fin d'une époque et aussi le début d'une autre. Le moment où le contenu devient moins important que le contenant chez les vedettes aux États-Unis, qu'on veut rentrer dans leur vie, savoir la vérité, ce qui se passe derrière, tout ce qu'il peut y avoir de malsain, de trouble à notre époque, et tout ce qui fait par exemple l'atrocité de Homo People que je déteste, où en fait on devient un être humain quand on existe physiquement dans un journal plus que parce qu'on a fait quelque chose. Et je pense qu'il représente un tournant. C'est aussi ça qui m'intéressait, c'est qu'il représente un moment où le siècle se casse en deux. Alors, il le dit, il a appris à Elvis Presley tout ce que celui-ci connaît. Pourtant, on le connaît beaucoup moins, Liberace, qu'Elvis Presley ou que Barbra Streisand. Pourquoi ? À l'époque, il lui apprend à
à travailler son image, à devenir une star. Mais Elvis a déjà tout entre les mains. Elvis, c'est un créateur, c'est un interprète, mais c'est aussi un type qui a composé ses chansons, qui les a écrites, qui a inventé quelque chose. Liberace, c'était juste un interprète musical. Quand il a essayé de chanter, ça n'a pas marché du tout. Donc son show était vraiment très connu aux États-Unis. Les gens s'habillaient en habit du dimanche, ils s'endimanchaient pour pouvoir regarder tous ensemble en famille Liberace Show, dans lequel ils entraient dans ces grandes maisons en marbre de mauvais goût. Et en fait, le show était était diffusé aussi en Angleterre, parce qu'en anglais c'était facile, mais en France il n'a jamais vraiment pu exister. Il a joué à Monte-Carlo à l'époque, il a joué sur la Côte d'Azur, mais il n'est pas resté puisqu'il n'avait rien inventé concrètement. Et au passage, la musique qu'il jouait était assez sirupeuse et ringarde. Il a quand même inventé tout ce style Disney, Fantasia, où il y a des fioritures partout. Donc c'était plus un mode de vie et une représentation symbolique, kitsch, qui a marqué les États-Unis et son histoire personnelle, plus qu'un artiste. C'est pour ça qu'il n'est pas connu ici, parce qu'on n'a aucune raison d'écouter ses disques aujourd'hui. Et aux États-Unis, est-ce qu'ils gardent ce symbole-là de changement, de tournant dans la société américaine ? Ça, c'est moi qui l'analyse comme ça. Maintenant, en tout cas, il continue à rester une figure importante. D'ailleurs, Soderbergh va lui consacrer un film. Normalement, ça devait être Michael Douglas qui devait jouer le rôle de Liberace, mais il est malade, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais Matt Damon doit jouer l'amant jeune. C'est vraiment un gros film attendu aux États-Unis. Donc, il reste, en tout cas, gravé chez les gens et à mon sens sûrement dans leur inconscient, parce qu'il est cette première star dont on va connaître les secrets, ce goût malsain du voyeurisme des gens qu'on connaît, et en même temps c'est lui qui a ouvert la porte de chez lui et ouvert la porte à toutes les dérives qui suivront. Alors Amanda Stairs, vous êtes un écrivain qui écrit dans des genres très différents. Vous avez écrit des pièces de théâtre, vous avez écrit un roman épistolaire, une autobiographie, vous êtes également réalisatrice. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce mélange des genres littéraires ? Est-ce que c'est le goût du challenge, le besoin de changer pour un équilibre ? Moi, j'ai pas l'impression d'écrire des choses différentes, j'ai l'impression de suivre une ligne qui m'est propre et qui finit quand même par se dessiner avec le temps. C'est vrai que tous mes personnages ont cette dualité. J'ai pas choisi Liberace par hasard, comme le vieux juif blonde, comme dans Kiss Me. J'écris toujours sur des personnages ou borderline, ou qui ont un double visage. J'ai des thèmes qui reviennent. Il y a des écrivains qui écrivent toujours le même livre de façon différente, et il y a des écrivains qui écrivent des livres très différents les uns des autres, mais qui en réalité sont réunis par la même angoisse ou le même moteur, quoi. Et je fais plutôt partie de cette catégorie-là. Et puis après, le théâtre, le cinéma sont les occasions, les moments qui se présentent. Et c'est vrai que le théâtre, j'aime ça de plus en plus. Et le cinéma, c'était une parenthèse formidable et difficile, et que je recréerai, je crois, un peu plus tard dans ma vie. Bien, merci beaucoup Amanda Stairs. Merci.